Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous en pleine forme, que vous êtes hyper motivés à suivre ce prochain cours de physique-chimie. Bon, on va attendre que cette petite récréation se finisse pour y aller. Allez, on respire un bon coup et dès que ça sonne, on y va. Ah bah tiens, ça vient de sonner, donc on va y aller. Allez, les élèves, là, on se met tous en rang, on est tous hyper motivés et on va y aller. Allez, on y va, suivez-moi. Alors, pour ce nouveau cours de physique-chimie, pour cette nouvelle vidéo, alors ce que je vais vous proposer pour aujourd'hui, je vais dans un premier temps faire des petits rappels sur les actions mécaniques et les diagrammes objets-interaction. Puis dans une seconde partie, on va faire la correction de l'exercice 15 de la page 121 de votre livre. Je vais un peu insister sur ces différentes notions puisque j'ai pu constater que c'était pas forcément très évident pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, soyez hyper attentifs. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo si besoin est, à me poster des commentaires ou à me contacter par Pronote ou par mail. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, alors, rappel de cours. Donc, on va reprendre un petit peu toutes ces définitions une par une. Alors, la première définition qu'on avait vue, c'était la définition d'un auteur. Alors, on avait dit un auteur, c'est celui qui exerce l'action mécanique. Donc c'est celui qui l'a fait, c'est celui qui fait l'action mécanique. Ensuite, on avait vu la définition de receveur. Et donc un receveur, c'est celui qui subit l'action mécanique. Et j'avais employé le verbe subir parce que c'est un verbe qui est fort. L'auteur, celui qui subit cette action mécanique de la part du receveur, des fois il n'a rien demandé et il l'a subi. Et je vous avais donné comme exemple, si vous vous souvenez, une poignée de porte. La poignée de porte, elle ne demande rien à personne et pourtant quand vous appuyez dessus, donc vous exercez une action mécanique, elle, cette pauvre petite poignée de porte, elle l'a subi, elle n'a rien demandé, donc elle reçoit votre action mécanique. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est qu'une action mécanique? Alors, une action mécanique est tout phénomène susceptible de... Alors, une action mécanique, ça peut engendrer plusieurs choses. Donc, on va les prendre une par une et je vais vous donner des exemples. Alors, on a dit qu'une action mécanique pouvait provoquer un mouvement. Et comme exemple, j'ai trouvé cet exemple-là qui est assez parlant. Euh, Vous avez une boule de billard qui est posée tranquillement sur le tapis du billard. Et vous avez un joueur qui, avec une queue de billard, vient mettre un coup. Donc, l'auteur, ça va être la queue de billard. Le receveur, ça va être cette boule, mais cette boule qui n'a rien demandé, elle va se mettre à bouger. Donc, ça a provoqué un mouvement. Donc, cette action mécanique a provoqué un mouvement. Ensuite, on a vu qu'une action mécanique pouvait modifier une trajectoire. Donc, j'ai trouvé comme exemple. Alors, vous avez un joueur de tennis que vous avez sûrement reconnu. Le joueur de tennis jette cette balle. Cette balle va à un mouvement rectiligne, puisque c'est en ligne droite et vers le haut. Et au moment où la raquette va toucher la balle, la raquette va faire subir à la balle une action mécanique qui va modifier sa trajectoire. Donc on voit bien ici, on s'imagine bien, la raquette qui touche la balle et la balle qui part dans une autre direction. Donc on a une modification de la trajectoire. Mais une action mécanique peut également modifier la vitesse. Alors j'ai trouvé cet exemple-là qui me paraissait assez parlant. Vous avez une navette spatiale qui est en train d'atterrir après une mission spatiale. Elle arrive sur Terre, elle a une très très grande vitesse. Et pour éviter que celle-ci se scratch, si je peux me permettre, et ben, il y a un parachute qui va se déployer à l'arrière de la fusée. Donc, ce parachute va exercer une action mécanique sur la fusée. Et cette action mécanique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir ralentir la fusée. Donc, on comprend qu'une action mécanique peut aussi modifier la vitesse d'un objet. Alors, ensuite,
une action mécanique peut déformer un objet. Alors, j'ai trouvé un exemple à ne pas reproduire à la maison, sinon vous risquez de vous faire un petit peu tirer les oreilles, si je peux me permettre, par papa et maman. Donc, on voit sur cette image une personne qui a exercé une action mécanique sur une cuillère et cette cuillère s'est vue déformée. Donc, on comprend qu'une action mécanique peut aussi déformer un objet. À ne pas reproduire, je répète, hein. Je ne suis pas responsable si vous le faites. Alors, on continue. Donc, ensuite, le dernier qui est un petit peu moins parlant, mais vous allez comprendre, une action mécanique peut maintenir un objet au repos. Alors, vous connaissez sûrement ce personnage très célèbre. Et alors, une action mécanique peut maintenir un objet au repos. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, un objet, je rappelle qu'au sens de la physique, un objet, ça peut être un être humain, une planète, une cuillère, un vélo, un microbe, ce que vous voulez. Ça peut être tout et n'importe quoi, au sens de la physique. Donc, maintenir un objet au repos, ça veut dire en position statique, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Donc, ici, on comprend que le skateboard maintient ce personnage que vous avez reconnu. Le skateboard maintient le personnage au repos. On est d'accord, il est dans une position où il est plutôt tranquille. Imaginons qu'un court instant, quelqu'un s'amuse à retirer le skateboard. Qu'est-ce qui va se passer? Ce personnage va sûrement se casser le bout du nez. Donc, une action mécanique, c'est une action qui peut faire en sorte qu'un objet reste immobile. Donc voilà, pour l'action mécanique, ça peut être ces 4 points: provoquer un mouvement, modifier une trajectoire ou une vitesse, déformer un objet ou maintenir un objet au repos. Allez, on continue avec les rappels de coups. Donc, ensuite, on a vu que les actions mécaniques pouvaient être de deux sortes. Donc, la première, c'est l'action mécanique de contact. Donc, assez simple, une action mécanique de contact est une action mécanique où il y a un contact. Donc, là où l'auteur touche le receveur, l'auteur va exercer une action mécanique de contact. Donc, il vient vraiment toucher. Il faut vraiment imaginer ça. Donc, je vous ai trouvé un petit exemple assez rigolo. Vous avez ces deux personnages célèbres, vous avez Homer Simpson qui attrape, alors à ne pas reproduire avec ses petits frères, ses petites sœurs, hein, mais vous avez Homer Simpson qui exerce une action mécanique sur le cou de Bart Simpson et vous voyez que celui-ci, il se déforme un petit peu. Donc l'auteur, Homer, vient toucher le cou de Bart Simpson, donc l'auteur exerce une action mécanique de contact. Là, on le voit bien, hein, c'est assez parlant. Mais bon, en général, les actions mécaniques de contact, vous comprenez plutôt bien. Ensuite, on a vu qu'il y avait les actions mécaniques à distance. Et celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus abstraite pour vous, elle est peut-être plus compliquée à comprendre. Donc, je vous remets la définition. Une action mécanique à distance est une action mécanique où l'auteur exerce une action mécanique sur le receveur sans le toucher. Alors vous allez me dire, mais monsieur, on ne touche pas, mais il se passe des choses. Oui. Alors, les exemples, je vous ai trouvé deux exemples assez parlants. Donc, cette image, vous voyez un instructeur avec une personne qui vient de sauter d'un avion, donc ils sont en chute libre, ils sont en train de tomber. Et en fait, on peut se poser la question, oui, mais pourquoi il tombe? Pourquoi il ne resterait pas dans les airs? Ben, en fait, vous le savez tous, hein, ça c'est ce genre de phénomène physique, on le comprend dès qu'on est petit, dès qu'on commence à marcher, j'ai envie de vous dire, eh ben, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous attire toujours vers le bas, hein. Si vous amusez à sauter, vous n'allez pas rester en lévitation. Donc ce qui se passe, c'est ce phénomène, pardon, c'est la gravitation. Et la gravitation va exercer une action mécanique à distance. Il n'y a pas quelque chose, il y a pas une main qui sort du centre de la Terre et qui vous attire vers le bas. Non, c'est une action mécanique qui est vraiment à distance. Et pour comprendre ça, la gravitation, en fait, elle vient du noyau de la Terre. Donc, est-ce que vous êtes en contact direct avec le noyau de la Terre? Non. Et bien, le noyau de la Terre vous attire comme un aimant, on peut dire ça, vers le bas. Donc, il exerce une action mécanique à distance. Autre exemple qui est du même genre,
la planète Terre exerce une action mécanique à distance sur la Lune. On pourrait éventuellement se poser la question, oui, mais pourquoi la Lune tourne autour de la Terre et pourquoi elle ne partirait pas en ligne droite avec un mouvement rectiligne? Eh ben, en fait, la Terre, un peu comme les deux personnages juste avant qui étaient en chute libre, bah, la Terre va attirer vers elle la Lune et c'est pour ça que la Lune a ce mouvement de rotation autour de la Terre. Donc, on continue avec les rappels de cours. Là, on arrive sur la partie sur les diagrammes objet-interaction ou de manière abrégée DOI. Donc, un diagramme objet-interaction ou DOI est un schéma simple qui représente un objet d'étude et les interactions qui sont exercées sur lui. Alors, peut-être que c'est compliqué à comprendre, donc autrement dit, un diagramme objet-interaction représente toutes les actions mécaniques que subit l'objet étudié. Alors, l'objet étudié, on a l'habitude de l'appeler le système. Donc, je répète, donc, un diagramme objet-interaction va représenter toutes les actions mécaniques que subit un objet en particulier et les natures de ces actions mécaniques. Alors, quand je parle de nature, c'est dire est-ce que ces actions mécaniques sont de contact ou à distance. On arrive à la suite de cela. Comment construire un diagramme objet-interaction? Donc, pour construire un diagramme objet-interaction, il y a certaines règles à suivre. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un diagramme objet-interaction doit être compris de tout le monde. C'est pour cela qu'on va le représenter en suivant des règles bien précises. Alors, la première règle, c'est de représenter le système, donc l'objet étudié. Alors, moi, je le représente dans un rectangle pour vraiment différencier. Certains professeurs vous le mettront dans un ovale comme les autres objets, mais je préfère le différencier des autres. Donc, on dessinera un rectangle dans lequel on mettra à l'intérieur de ce rectangle le nom de l'objet pour lequel on cherche à étudier les interactions avec les autres objets. Ensuite, la deuxième étape, c'est représenter dans des ovales les différents objets qui vont être en interaction avec l'objet étudié, ou autrement dit, c'est mettre tous les objets qui vont exercer une action mécanique sur l'objet étudié, et pour ce faire, on dessinera des ovales et on mettra les noms de tous les objets qui sont en interaction, donc qui exercent une action mécanique sur l'objet étudié. Ensuite, la troisième étape, c'est définir la nature de ces actions mécaniques, de ces interactions. Donc, lorsqu'on a une action mécanique de contact, on représente ça avec une double flèche à trait plein. Lorsque c'est une interaction à distance, on représente cette action mécanique ou cette interaction par une double flèche à trait discontinu. Donc voilà pour les règles à suivre. Donc je reprends brièvement le système dans un rectangle, les objets qui vont être en interaction, donc qui vont exercer une action mécanique sur l'objet étudié dans des ovales, et le type d'interaction, si c'est contact, double flèche trait plein, si c'est distance, double flèche trait discontinu. Alors, comme dit le proverbe, pour être forgeron, il faut forger. Alors, on va construire un exemple d'un DOI et on va prendre comme objet étudié Bart Simpson. Donc ici, l'objet étudié, c'est Bart Simpson. Donc on a dit que l'objet d'étude ou l'objet étudié va être représenté dans un rectangle. Donc on écrit rectangle Bart. Alors moi j'ai rajouté une petite information supplémentaire, Bart qui est accoudé. Donc ensuite on va représenter dans les ovales les différents objets qui vont être en interaction avec lui. Alors on voit qu'il est accoudé. Donc il est accoudé sur quoi? Il est accoudé sur le skateboard. Donc on comprend que le skateboard exerce une action mécanique sur Bart. Alors ça c'est la première. Est-ce qu'il y en a d'autres? Donc oui, il y en a d'autres. Et rappelez-vous, la planète Terre, à chaque fois que vous allez représenter un diagramme objet-interaction, la planète Terre sera toujours présente. À moins qu'on vous dise que Bart Simpson est sur la planète Mars. Donc là, ce sera plus la planète Terre, mais la planète Mars. Donc la planète Terre exerce une action mécanique sur tout objet qui se situe à sa surface ou proche d'elle.
Alors, est-ce que vous en voyez une autre? Moi, j'en vois une autre. Alors, celle que je vois, c'est le sol. Vous êtes d'accord que Bart Simpson a les deux pieds sur le sol. Donc, on comprend que le sol exerce une action mécanique sur lui. S'il n'y avait pas le sol, qu'est-ce qui se passerait? Ben, il serait en chute libre, ce qui n'est pas le cas puisqu'il est en contact avec le sol. Donc, le sol. Maintenant qu'on a représenté le système, donc l'objet étudié, tous les autres objets qui vont son interaction avec Bart Simpson, il nous reste à représenter les différentes natures d'interaction. Donc entre le skateboard et Bart qui est accoudé, est-ce que ça va être une interaction de contact ou de distance? Donc ça va être une interaction de contact, puisqu'il est bien en contact, il touche bien le skateboard. Ensuite, la planète Terre, je vous ai dit, lorsqu'on parle de la planète Terre, il faut ne pas confondre avec le sol, attention, la planète Terre, c'est le noyau de la Terre. Est-ce que Bart Simpson, là, est-ce qu'il est en contact avec le noyau de la Terre? Non. D'ailleurs, ce serait impossible. Mais voilà, vous retenez ça, il n'est pas en contact avec le noyau de la Terre. Donc la planète Terre, il y a une certaine distance, il y a plusieurs milliers de kilomètres qui séparent Bart et le noyau de la Terre. Ensuite, il nous reste le sol. Donc le sol, il a bien les pieds collés au sol. Donc action de contact. Donc une double flèche à trait plein. Alors maintenant qu'on a fait les rappels, on va attaquer la correction de l'exercice 15, page 121. Alors avant de commencer, on va me remettre un petit peu dans le bain, donc je vais vous lire l'énoncé. Corner de la droite vers la gauche, avec Antoine Griezmann pour le frapper. Il est bien frappé. La tête et le deuxième but de l'équipe de France signé Paul Pogba contre l'Islande. 2-0 pour les Bleus. Commenté le journaliste sportif lors du quart de finale France-Islande de l'Euro 2016. Alors, on voit ici dessiné un dessin avec trois phases, phase 1, phase 2, phase 3, et on voit en légende trajectoire du ballon lors du corner d'Antoine Griezmann et de la tête de Paul Pogba. Ensuite, on voit les questions et on voit qu'on a divisé les questions en deux catégories. La première, c'est les actions mécaniques et la deuxième, c'est le diagramme objet-interaction. Ok, je suis un peu plus en détail sur ces questions. Donc, question action mécanique, on vous dit dans un premier temps, donnez les noms de l'auteur et du receveur de chaque action mécanique qu'exercent successivement Griezmann, Pogba et les filets sur le ballon. Quels sont les effets produits pour chacune de ces actions mécaniques sur le ballon? Ok, alors on va procéder par étapes. On va d'abord répondre à ce premier groupe de questions et ensuite on fera la deuxième partie sur les diagrammes objet-interaction. Alors, pour répondre à ces questions, donc on vous dit donner l'auteur, le receveur, et ensuite à la question B, quels sont les effets produits pour chacune de ces actions mécaniques? Ce que je vais vous proposer, pour que ça soit peut-être plus compréhensible et plus lisible, on va construire un tableau. Donc le tableau que je vous propose, c'est le tableau suivant. Donc pour votre correction, je vous invite à mettre pause sur la vidéo, à le reproduire, à prendre votre temps pour le reproduire et ensuite à le compléter et voir si vous avez eu juste ou faux par rapport à ce que vous avez fait. Alors, on va aller phase par phase. Donc phase numéro 1. L'auteur, c'est le joueur de foot Griezmann. Le receveur, c'est qui? Alors, attention, beaucoup se sont trompés. Beaucoup m'ont dit le receveur, c'est Pogba. Non, non, non. La phase 1, c'est la phase qui est délimitée par les pointillés. Et on voit que la phase 1, alors ceux qui m'ont dit le receveur, c'est Pogba. Donc pour vous, ça veut dire que Griezmann est parti voir Pogba et lui a mis un coup de pied dans la tête. Non, le pauvre Pogba, pour le coup, c'est pas ça. Donc le receveur, c'est bien le ballon. Alors l'effet produit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un ballon qui est posé, il est posé tranquillement sur le coin du corner et Griezmann vient mettre un coup de pied dedans et l'effet produit, c'est quoi? C'est en mouvement. Le ballon était immobile, boum, il tape dedans, qu'est-ce qui se passe? Il le met en mouvement, le ballon part. Ensuite, la phase numéro 2, c'est la phase qui est aussi délimitée par les pointillés où il y a marqué phase 2. L'auteur, on voit quoi? On voit que Pogba met la tête. Donc Pogba met une tête. Donc qui reçoit le coup de tête de Pogba?
Le gardien, il n'a rien demandé, hein. C'est le ballon, donc l'auteur, c'est Pogba, le receveur, c'est le ballon. Et quel est l'effet produit ici? On regarde, on voit que s'il n'y avait pas la tête de Pogba, le ballon continuerait avec une certaine trajectoire. Pogba met sa tête et va la trajectoire. Donc ici, on a une modification de la trajectoire. Ensuite, troisième phase, la phase qui est en rouge, ça va être le filet, le filet des cages. Donc le filet, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient exercer une action mécanique sur qui, sur quoi? Sur le ballon. Et quel est l'effet produit? Le filet, il sert à quoi? Le filet sert à retenir le ballon. Donc ici, c'est une modification de la trajectoire, mais une modification de la vitesse. Le filet arrête le ballon, donc vient diminuer sa vitesse jusqu'à avoir une vitesse égale à 0. Donc voilà. Donc pour les questions relatives aux actions mécaniques, on vient de revoir ici la première partie du cours, auteur-receveur et l'effet produit. Donc si vous n'avez pas compris, je vous invite encore à revoir le début de la vidéo sur le cours sur auteur-receveur et qu'est-ce qu'une action mécanique pour bien comprendre tout ça. Ok, allez, on continue. On va attaquer la deuxième partie des questions. Donc diagramme objet-interaction. Donc on vous dit grand A, tracez le diagramme objet-interaction lors de la déviation du ballon par la tête de Pogba, et on vous met entre parenthèses la phase 2, et on vous dit que l'objet d'étude est le ballon. Alors, et ensuite on vous dit le diagramme serait-il le même si on prenait comme objet d'étude la tête de Pogba? Justifiez votre réponse. Donc ce qu'on va faire, la première question, la question A, et on zoome sur la phase numéro 2. Donc ici, on vous a dit que l'objet d'étude, c'est qui? C'est quoi? C'est le ballon. Donc j'ai dit, l'objet d'étude, donc ce qu'on appelle le système, on le représente dans un rectangle. Donc on écrit ballon. Ensuite, on va faire la liste, on va mettre tout ça dans des ovales, on va mettre dans différents ovales tous les objets qui exercent une action mécanique sur le ballon, donc qui sont en interaction avec le ballon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Paul Pogba. Donc Pogba met la tête sur le ballon, donc il est en interaction. Il exerce une action mécanique sur le ballon. Alors, est-ce que vous en voyez une autre ou pas? Bien sûr, il y en a une autre, et je vous ai dit celle-ci, elle est tout le temps présente, c'est l'action mécanique de la planète Terre. Et oui, la planète Terre va également exercer une action mécanique sur le ballon. Maintenant qu'on a fait, on a représenté l'objet d'étude, les objets qui exercent des actions mécaniques sur le ballon, il nous reste à représenter la nature de ces actions mécaniques. Donc, entre Paul Pogba et le ballon, il y a bien un contact, donc c'est une action mécanique de contact. Donc ce sera une double flèche à triplin. Et je vous ai dit, la planète Terre, son action mécanique vient du noyau de la Terre, donc le ballon n'est pas en contact avec le noyau de la Terre. Donc la planète Terre exerce une action mécanique à distance sur le ballon. Est-ce que c'est clair? Donc si c'est pas clair, je vous invite à revoir la partie du cours sur les diagrammes objet-interaction et d'essayer de refaire l'exemple et de refaire cette partie-là. Allez, on continue. On va répondre à la question B. Le diagramme serait-il le même si on prenait comme objet d'étude la tête de Pogba? Justifiez votre réponse. Alors moi, ce que je vais vous proposer pour faire la justification de cette réponse, je vais vous proposer de faire cette fois-ci le diagramme objet-interaction dont Pogba, avec sa tête bien sûr, est l'objet d'étude. Donc on y va. Donc pareil, on rezoome, on reste sur cette phase numéro 2. Donc ici, l'objet d'étude, c'est Pogba, ou tête de Pogba, c'est la même chose. Donc Pogba, alors on va faire pareil, on va représenter dans différents ovales les objets qui sont en interaction, donc qui exercent une action mécanique sur Pogba. Et donc ici on a quoi? On a le ballon. Le ballon exerce une action mécanique sur Pogba. On a la planète Terre.
Donc la planétaire, je vous ai dit, elle exerce une action mécanique sur tout objet qui est situé sur elle ou proche d'elle. Et en fait, il y en a une autre. Il y a une autre, il y a un autre objet qui exerce une action mécanique qui est le sol. Donc ici, le sol exerce une action mécanique sur Pogba. On est d'accord, Pogba est bien sur le terrain de foot, donc il n'est pas en lévitation, il ne fait pas du foot dans l'espace. Donc le sol exerce aussi une action mécanique sur lui. Alors maintenant qu'on a fait ça, il nous reste à représenter les doubles flèches. Alors, entre le ballon et Pogba, c'est contact ou distance? C'est contact, bien évidemment, donc c'est une double flèche à trait plein. Ensuite, entre la planète Terre et Pogba, c'est à distance, donc double flèche à trait pointillé. Et entre le sol et Pogba, c'est une action mécanique de contact. Donc c'est une double flèche à trait plein. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir répondre à la question. Et donc on peut dire que le diagramme objet interaction TOI du ballon et celui de Pogba ne sont pas identiques, pour deux raisons, et on les voit. Donc la première raison, c'est que l'objet étudié est différent. Dans le premier cas, dans le rectangle, on avait ballon, alors qu'ici on a Pogba. Donc déjà, c'est une première différence. Ensuite, la deuxième différence, c'est que pour le coup ici, le sol exerce une action mécanique sur Pogba, alors que dans le cas du ballon, le ballon n'était pas en contact avec le sol, donc le sol n'était pas sur le schéma du DOI du ballon. Le ballon subit une action mécanique de la planète Terre, Pogba subit une action mécanique de la planète Terre également, mais attention, il ne faut pas confondre le sol et la planète Terre. Je vous ai dit, la planète Terre, c'est le noyau de la Terre, le sol, c'est là où les pieds de Pogba touchent, ce qui est différent. Il y a plusieurs milliers de kilomètres qui séparent ces deux choses. Donc, je répète, l'objet étudié est différent. Le sol exerce une action mécanique sur Pogba, ce qui n'est pas le cas dans le DOI du ballon. Ah, nous venons de finir, ça tombe bien, on a fini pile poil. Nous venons de finir le cours au moment où ça sonne. J'espère que vous avez mieux compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis au revoir.